Alors. On va continuer sur quelques lectures que j'ai fait il y a pas longtemps, enfin ce mois dernier, et je finirai par les achats. Toc. Je finirai par les achats juste après. Alors la première lecture, c'est celle-ci. 20 minutes de Freezer Sonata. C'est exactement ça. Dans 5 minutes, c'est terminé. C'est exactement ça. Livre, j'ai lu Keiko Kamen. Et ouais, tout ça pour ça. Putain, oh merde, j'aurais pas dû dire je reste. Ah zut. Donc Keiko Kamen de Gonagai. Je vais pas trop montrer d'image parce que même s'il y a rien de méchant, vous connaissez un petit peu les plateformes. Mais je vais essayer de vous montrer quand même une petite image où il n'y a pas de boobs. C'est assez dur, j'avoue, c'est assez dur. Ouais, ça peut être pas ça peut passer. Allez, je vous montre une et après je vous montre pas plus, hein, ok? Parce que sinon je vais avoir des problèmes. Hop et hop, voilà. Voilà, je vous montre celle-là où vous voyez Keiko Kamen, voilà, qui est tout le temps à poil, comme ça vous le savez. Donc en gros, Keiko Kamen, je l'ai acheté parce que sur le marketplace de Black Box. Et là, j'ai payé ça, je crois même pas 20 balles, donc c'était parfait. Et donc, Keiko Kamen, en gros, ça se passe dans l'institut Spartz, qui est en gros des lycées les plus réputés du Japon, avec un taux de réussite de 100%, mais qui est dirigé par une main de fer, par un directeur qui est toujours masqué. Je pense qu'on va trouver le directeur. Voilà, il est là le directeur. Ça, je peux vous le montrer. Il n'y a pas Keiko Kamen au milieu. Donc, c'est lui, une sorte de joker de cartes de ce côté-là. Et les étudiants, en fait, c'est un lycée qui est très isolé. Et c'est dirigé. Enfin, ils sont isolés pendant 3 ans, sans contact avec l'extérieur. Mais surtout, en cas d'échec, ces étudiants, eh bien, ils subissent des châtiments corporels. Et heureusement qu'il y a Keiko Kamen, donc Keiko Kamen qui est la vengeuse masquée, qui est à poil, elle n'a que le masque, qui vient à leur rescousse. Et donc c'est ça la particularité, c'est que du coup, elle est toute nue et elle donne des coups, comme je vous montrais, des coups de schneck. Hein, c'est vraiment, littéralement des coups de schneck. Et donc elle porte son masque pour dissimuler son identité, pour ne pas se faire choper. Alors, on est d'accord que l'attrait pour ce manga, c'est le scénario. On est ok. Grâce à un dessin d'une finesse incroyable et une psychologie des personnages très travaillée. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce manga. Donc, et notamment la mise en avant de personnages forts, féminins. Donc pour toutes ces qualités, j'ai acheté Keiko Kamen. Donc après elles sont nues, mais ça c'est un détail. Ok, on veut des femmes fortes, on n'a pas précisé si elles devaient être habillées. Donc c'est pour ça. Donc là-dessus, en gros, on a une sorte de série de gags érotico-comiques, d'accord, pour ados. Ça a été publié dans le Shonen Jump. Comme quoi, ce magazine ne fait que des pépites. On est bien d'accord, hein, c'est la preuve. La preuve que ce magazine ne fait que des pépites. Et les histoires sont un petit peu tous dans le même sens. C'est-à-dire que on a le directeur qui veut trouver l'identité de Keiko Kamen. On a une sorte de souffre-douleur que le directeur va prendre, à chaque fois, et une jeune fille qui va bien sûr mettre toute nue dans une position très insupportable pour elle. Et Keiko Kamen arrive en mode avec de la musique et tout. On voit l'auteur qui apparaît, qui dit allez chantez le générique de Keiko Kamen, machin et tout ça. C'est vraiment pensé comme un générique de dessin animé. Elle sauve la fille, elle punit les méchants, et elle se barre. Et en gros, c'est un petit peu ça. Mais chaque histoire a une particularité, c'est qu'il parodie un personnage de notre manga. Et c'est ça qui est assez rigolo. Là, je peux vous montrer des images, il n'y a personne à poil. Donc par exemple, dans le tome 1, en page 159, voilà, hop, il y a ce personnage-là, ici. Peut-être on va le voir mieux avant, pardon. Laissez-moi le retrouver. Toc, voilà. Ce personnage, bon, il s'est fait un peu abîmer, mais ce personnage-là, en fait,
c'est Tetsujin 28, le robot télécommandé. On a par exemple Kyojin Oshi, qui est la fameuse série de baseball. En fait, on a le personnage. Hop. Toc, je vais faire ça plutôt. On a le personnage qui est parodié. Par exemple, on a aussi, je ne vais pas tous les faire, mais on a aussi un autre personnage qui est là. Voilà, lui, c'est parfait. Ce personnage-là, en fait, c'est Kitaro le repoussant. Et c'est pareil, si on continue dans le volume 2, en page 125. Oh putain, cette attaque, c'est pas possible. Voilà, on a Astro Boy, donc vraiment de manière très imagée. Hein. Un que j'aime beaucoup, mon préféré, c'est celui-ci. Voilà, on a. Voilà, je vais cacher juste ça. Mais on a la princesse Saphir qui est là. Et le dernier, je crois que je l'ai noté. Il est où? Est-ce que j'ai pas noté la page? En fait, on a des personnages de Shirato Sanpei, celui qui a fait Kamuden. Donc on a des personnages avec les mêmes cheveux, les mêmes trucs. Ah, ils sont là. Ils sont là. Hop là, voilà. Je vais cacher ça. Vous voyez, regardez. Ils sont là, avec les mêmes têtes, les mêmes cheveux et tout. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, en fait. C'est-à-dire que au final, c'est le plaisir, c'est plus de découvrir les parodies, parce qu'au début je disais, je fais putain mais c'est vraiment nul ce truc. Et en fait, au fur et à mesure, ah non mais en fait il y a des trucs parodiques et tout, et c'était le plaisir de découvrir quel personnage il avait parodié, parce qu'il se parodie lui-même, il parodie les personnages Tezuka, de plein de choses, etc. Et c'est assez, voilà, au final c'est assez rigolo de ce côté-là. Donc hormis voilà ce côté, parce que en fait, ce prétexte de mettre les nanas à poil, c'est bien, mais en fait, elles ont toutes le même corps. Ils les dessinent pareil. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence quasiment de corps, de machin. Donc c'est même pas en mode tu peux te faire plaisir pour les yeux et compagnie. Non, elles sont toutes pareilles. C'est comme Kurumada quand il dessine les visages, tu as l'impression de toujours voir la même chose. Donc c'est juste des corps avec deux boules de seins siliconés, quoi. C'est juste ça, quoi. Et donc c'est pas les filles au final elles sont pas ultra sexy, et enfin pas ultra sexy, elles ont des formes, mais je veux dire c'est très c'est tout en pareil. Et par contre ce qui est drôle c'est que c'est des coups qu'il y a, c'est-à-dire que elle donne des coups, elle donne pas des coups mais des coups d'entrejambe en fait, genre elle ouvre l'entrejambe, elle tape le visage des gars, et c'est là où dans Hentai Kamen en fait on a cette attaque, et ça vient de là en fait, et ça j'ai fait le lien à ce moment-là. Et donc ce coup préféré des gens est très drôle, et surtout à chaque fois ça perturbe les mecs en mode oh magnifique, et puis pouf, ils se font défoncer. Donc c'est ça l'histoire. Hein. Donc il y a un fil rouge qui se construit, mais on sent que le manga il n'a pas spécialement évolution, enfin il n'a pas d'envie d'évoluer beaucoup. Et d'ailleurs ben, le directeur des recherches au début il est sérieux, c'est pour faire travailler, puis après c'est pour chercher des filles à poil, et on sent qu'il est dans le truc, donc le personnage il évolue aussi de ce côté-là. Donc c'est un personnage, c'est un divertissement qui est bien débile, qui est dans la continuité révérencieuse de l'école impudique qu'il avait pu faire dans le passé, mais cette fois c'est avec des lycéennes, donc plus adultes, donc que des collégiennes, parce que les collégiennes ça faisait bizarre. Hein. Franchement tu le lis, tu fais non c'est pas drôle de voir une collégienne à poil en fait, pas du tout. Bon une lycéenne à la limite, allez, c'est pas mieux, mais à la limite c'est déjà plus légal quoi. En plus, il faut savoir qu'il y a plusieurs films live, des live action. Donc, on en trouve sur internet. Et là, tu as une nana avec un masque, à poil, avec les nichons à l'air, qui se bat. Et alors, bien sûr, tout est fait pour masquer l'entrejambe, comme dans le manga. On voit jamais l'entrejambe, bien entendu. Et tu as une nana, machin. Et il y a eu plusieurs films et tout. Tu fais putain, ça, tu vois que tu l'as fait pour le pognon, mec. Hein, c'est sûr. Hein. Et je trouve que Keiko Kamen représente bien Gonagai. Voilà, Gonagai, c'est un gros coquin. Et il adore ça. Et bien là, il a poussé son concept jusqu'au bout. Et finalement, j'ai beaucoup aimé en fait, parce que quand tu chopes le trip de la parodie et de la débilité, bah, c'est un divertissement qui est de son époque en fait, de son époque où c'est pas prise de tête, et même au contraire, tu as un côté un peu très années 70 dans la logique, je sais pas de quand il date, je me rappelle plus, mais tu as un côté très 70, un peu liberté sexuelle, tu vois, un peu en mode on fait n'importe quoi, on s'en fout quoi. Donc c'est pas une mauvaise lecture, au contraire, j'ai passé un bon moment à le lire. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu un autre livre, deux autres livres, totalement dans la même thématique,
que reste-t-il de nos rêves? Qui n'a absolument rien à voir. Ça va être très diversifié ce soir. Donc là-dessus, dans cette série en 2 volumes que je vous conseille très fortement, en fait, on va suivre Kyoko, qui est âgée aujourd'hui, qui a des problèmes de mémoire. Elle vit avec sa famille. Et en fait, Kyoko, un jour, une amie d'enfance débarque, Mitsu, et il vient la voir après des années d'absence. Et malheureusement, rapidement, Mitsu meurt dans un accident de la circulation. Et tout ça va raviver les souvenirs, en fait, de Kyoko, qui était venue la voir. Et à partir de là, le manga va remonter le temps, de période en période. Donc vraiment, on remonte le temps jusqu'au lycée. Et on va découvrir jusqu'à leur adolescence un petit peu leur lien, comprendre ce qui les a liés et comprendre en fait la vie de ces 2 femmes en remontant le temps. Et donc chaque période va nous rajouter de nouveaux éléments, de nouveaux mystères, et on va comprendre très rapidement que leur relation était plus qu'amicale, mais que la société n'a pas permis de vivre leurs sentiments comme elles le voulaient, et elles ont été un peu poussées, hein, du moins une des 2 en tout cas, soit à se marier, à avoir des enfants, à rentrer dans des cases. Et en fait, on a une superbe histoire d'une sorte d'amour impossible, d'amour interdit, d'amour secret pour l'époque et d'amour refoulé. Et c'est une histoire de sorte de couple un peu raté à cause des conventions sociales, en suivant une sorte de vie de frustration, de ne pas avoir peut-être vécu l'amour de sa vie. Et du coup, la vie de ces 2 femmes sont très touchantes face justement au choix qu'on leur impose, et qu'elles n'osent pas en fait remettre en cause, qu'elles n'osent pas aller contre, et qui vont finalement regretter peut-être une vie qu'elles n'auraient peut-être pas aimée, mais qu'elles n'ont jamais essayé en tout cas. Et c'est une histoire qui, je trouve, est superbement bien racontée, qui est prenante, qui est touchante. On se sent concerné en fait par ce rendez-vous manqué. Et l'autrice en fait réussit à créer pas mal d'empathie avec les personnages, et je conseille très fortement ce manga. Donc c'est une lecture qui, la première fois, elle peut paraître un peu confuse, c'est-à-dire dans le sens où il faut bien comprendre qu'on remonte le temps, et quand on remonte le temps, des fois, elle change de coupe de cheveux, etc. Donc j'ai dû par moment revérifier les noms au début pour pas me tromper, mais c'est un truc à la 2e lecture, vous n'aurez plus ce problème, quoi. Donc voilà, donc je vous conseille très fortement ce titre, et c'est Atelier Akatombo qui sort ça, et je trouve que l'impression, elle est ultra noire, l'encre. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle est ultra noire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une encre comme ça. Donc c'est assez surprenant. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti ça en 1 volume, parce que ces 2 volumes-là, ça fait 300 pages. Donc c'est un peu dommage. Alors, ils sont pas ultra chers, ils sont à 10 balles, mais honnêtement, j'aurais préféré payer 20 balles et avoir 1 volume qu'avoir 2 volumes fins comme ça. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, si c'est dans leur palle, mais en tout cas, que reste-t-il de nos rêves? Je vous conseille fortement de découvrir cette série si vous avez envie de lire ce genre d'histoire. C'est une très très jolie histoire. Une autre lecture, donc qui n'est pas encore les achats, hein, parce que c'est après. Alors là, j'ai pas pris de notes, mais je vais broder. C'est Joyeux Démon. Joyeux Démon, c'est celui qui a fait Mazarian, qui est sorti chez Naban. Donc Joyeux Démon, j'avais envie de le lire, ça fait un moment que là je l'avais acheté. Et c'est une série d'histoires, des séries d'histoires courtes qui vont parler en fait via des démons, via des monstres ou des choses comme ça, qui vont parler plutôt de problèmes humains, c'est-à-dire de dépendance sexuelle, de rejet. Un moment, il va mettre en avant MeToo, justement, dans une histoire qui est justement assez choquante en plus, enfin assez marquante. Il y a des histoires justement où genre ce personnage, ce professeur cache socialement ce qu'il pense, mais lui arrive à lire à l'intérieur de son cœur, et en fait ce qu'il pense c'est atroce, en fait, c'est totalement atroce. Pareil, des rejets parce que tu n'es pas comme les autres. Donc il y a beaucoup de thématiques comme ça, humaines, qui sont abordées de manière directe, tout en étant indirecte, je dirais. Et il y a des histoires qui sont assez touchantes. Là, par exemple, elle qui se voit de manière très moche et donc qui reste cachée aux yeux de tous, puisqu'elle se voit comme un monstre, etc.
Donc voilà, pareil, une histoire qui raconte les horreurs, et ça, elle est assez dure celle-là. Une histoire qui raconte les horreurs de la guerre en Corée, fait par les Japonais, je crois, sauf qu'il s'inspire de faits réels. Donc il met en place, et à la fin, je vous montre juste le design, il fait des pages comme ça, et ça, ce sont sur je sais plus combien de pages, ce sont des témoignages de l'époque. Et plus ça va, plus c'est atroce, et franchement, là, tu vois, waouh, c'est très très marquant. Et une dernière histoire où on retrouve tous les démons ensemble dessus. Donc c'est un recueil que j'ai beaucoup aimé. Dire qu'il y avait besoin de passer par des démons pour raconter ça, parce que je ne peux pas dire que ce soit subtil, hein, c'est très clair dans la démarche. Passer par des démons pour faire ça, je ne sais pas si c'est un vrai plus. Par contre, peut-être qu'avec les démons, il avait une liberté de parole qui était peut-être plus simple que s'il avait dessiné des humains dans les mêmes situations. Mais à la fin, il explique, il y a tout un texte, enfin il y a une postface qui dit quelques mentions. Et du coup, il le dit à un moment par rapport à l'affaire Weinstein, il a voulu faire une histoire sur le mouvement MeToo. Et c'est vrai que cette histoire, elle est quand même assez touchante. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé ce que ça proposait. Par contre, c'est pas une lecture facile. Voilà, c'est une lecture avec des sujets graves, des sujets assez importants. Et donc du coup, si certaines sont un peu plus légères, d'autres sont assez marquantes. Donc avis, on va dire, aux plus sensibles d'entre vous de ce côté-là. Pour la dernière histoire, ne m'avait pas choqué plus que ça, mais elle n'apportait pas grand-chose en fait. Je pense qu'il a voulu associer plein de choses et que c'était pas utile. Donc Joyeux démon, bonne surprise. Je ne dis pas que c'est le livre de l'année, mais je trouve que si vous voulez un truc qui sort un petit peu du lot avec un dessin qui a sa patte, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce one-shot. Et le dernier one-shot avant de passer aux achats. Avant de passer aux achats, puisqu'après le reste, oui, je l'ai lu, mais c'est pas grave. En fait, j'ai acheté toute une collection d'une autrice. Hop. Je vais vous les montrer. Et j'ai lu pour l'instant un one-shot. En fait, c'est une autrice qui fait du josei, mais qui a des histoires qui se passent en Chine. Donc c'est Natsuki Sumeragi, comme je viens juste de lire sur la couverture. Et j'avais trouvé, alors c'est introuvable aujourd'hui, mais j'ai trouvé un lot complet où en fait là j'ai l'intégrale de ce qu'elle a fait. Et en fait, je suis tombé un peu amoureux des couvertures, je les trouve super belles. Je vous montre un petit peu les couvertures. Vous voyez, hop là. Il y a celle-ci. Hop. Vous voyez, c'est des couvertures qui sont quand même très très belles. Alors, c'est que les histoires qui se passent en Chine, c'est pas au Japon, mais je me dis ça peut être très sympa à découvrir. Voilà. Et la dernière. Donc ça fait partie des achats que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Hop. Et j'ai lu La Voix des fleurs. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler rapidement. Donc La Voix des fleurs, donc moi c'est l'autrice que je connaissais pas, c'est les couvertures vraiment qui m'ont attiré. Elle est fan de la Chine et de toutes ces histoires. Et dedans on va retrouver 4 histoires courtes. Hop là. On va retrouver 4 histoires courtes qui vont composer ce récit, qui sont toutes liées à la Chine et des légendes chinoises. Donc par exemple, au début on va retrouver un jeune magistrat qui est tombé amoureux d'une fleur. Et en fait cette fleur, elle abrite une magnifique femme. Et il va devoir choisir entre elle ou sa prétendante pour pouvoir garder son poste de jeune magistrat, parce que s'il choisit la femme qui est dans la fleur, en fait il va perdre tous ses droits acquis sur lesquels il s'est battu. Et les autres histoires sont un peu du même acabit, c'est-à-dire ça peut être avec un papillon, un tigre, un serpent, c'est-à-dire des personnages qui sont capables de se transformer, ou du moins de base étaient sous cette forme-là et qui sont capables de prendre forme humaine. Et donc du coup, par exemple, dans le papillon, c'est une jeune femme qui se transforme en papillon cette fois. Et ce sont des histoires d'amour, parfois impossibles, parfois tragiques, parfois poétiques, parfois illusoires. Et c'est des histoires qui ont une super belle esthétique, je trouve, qui reprend graphiquement ce côté un peu contes ancestraux qu'on se transmet.
C'est une lecture agréable, c'est une lecture qui change un petit peu du contexte japonais qu'on connaît. Et donc c'est une belle découverte, je trouve. Et j'ai hâte, en fait, enfin hâte, je vais lire au fur et à mesure ces titres de manière espacée pour bien en profiter et pour me faire un avis global, en fait, sur ça. Et ce que je fais, c'est que je les lis du plus ancien qu'elle a écrit au plus récent pour voir peut-être s'il y a une évolution derrière. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous a donné envie de découvrir. Mais voilà, c'est une artiste en tout cas qui ne se trouve plus aujourd'hui, qui a été à l'époque édité par Delcourt, Akata Delcourt, on voit le logo, et si vous trouvez un lot, ça peut être l'occasion de découvrir, sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volumes en tout. Voilà, ne vous trompez pas, il y a 8 volumes. Donc voilà pour ça. Donc je vous ai montré les autres livres qui faisaient partie des achats, et je vais vous montrer maintenant les autres achats que j'ai pu faire. Hop. Alors, j'ai acheté bien sûr le Breakdown numéro 2, je n'ai absolument pas lu le 1, et j'attends les 5 pour les lire. Comme c'est du Saito, ça me dérange pas d'attendre. Voilà, moi j'ai envie de les avoir en physique, donc du coup, je soutiens, j'achète directement. J'ai aussi acheté le 3e Blank Space. En fait, j'avais commencé à faire la série à l'époque, il n'y avait pas de version numérique disponible. Maintenant, c'est disponible dans le numérique, mais j'avais déjà acheté un livre. Donc, il n'y a que 3 tomes. Là, je suis en train de les lire, j'en suis au tome 2. Donc, du coup, je pourrais peut-être vous faire un retour le mois prochain, si je suis inspiré et si j'ai envie. Donc, voilà, donc ça sera peut-être l'occasion. Donc, Blank Space. Le 3e que j'ai lu, c'est Blackjack. Donc Blackjack numéro 4 avec des histoires très cool à l'intérieur. C'est là où maintenant, en fait, pour ceux qui font Blackjack, attendez-vous à ça, en fait. C'est-à-dire que si vous n'accrochez pas à Blackjack, dites-vous bien que les 17 prochains tomes, jusqu'au tome 17, c'est ça. C'est des petites histoires de ce Takabi, avec de temps en temps des histoires sur le passé de Blackjack, de temps en temps des histoires où il gagne, où il perd, des choses qui sont remises en cause. Et moi, je trouvais que c'était un très bon recueil d'histoires. Il est toujours très, très intéressant. Voilà, parfois fantastique, parfois réaliste. Je continue ma lecture et chaque fois que ça arrive, je les lis au fur et à mesure. Et encore, je trouve que je l'ai lu un peu vite. J'aurais pu prendre un peu plus mon temps. Sinon, j'ai acheté le premier Spriggan. Ça me rendait curieux de lire un manga d'action des années 90. Et ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Peut-être ça peut être sympa. Alors, j'ai pas tout lu. J'ai lu jusqu'à là, à peu près. Pourquoi? Parce que à partir de ça, c'est une histoire qui ne se termine pas. Donc, j'avais récupéré des versions anglaises pour voir un petit peu où en étaient les chapitres. Et comme ça ne se termine pas, j'ai dit, je vais attendre. Mais j'ai lu tout ça. Et bon, Spriggan, c'est de l'action décomplexée. Ça me rappelle beaucoup Arms, hein, que j'ai aussi. C'est le même auteur. Enfin, c'est les mêmes auteurs. Et du coup, ça fait beaucoup penser à l'armée, la guerre, les combats, les gamins modifiés qui vont au lycée, etc. C'est pas exactement le même angle, mais ça reste un manga qui est cool à lire, plaisant à lire. Il faut pas en attendre plus que du bon divertissement de ces années-là. Des scènes d'action couplées à des sortes de mythes ou des légendes, etc. Donc franchement, j'ai hâte de voir vers où ça mène. Et je pense que je vais faire les 8 tomes comme ça et en profiter et le lire au fur et à mesure. Alors, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, Spriggan. Dites-moi s'il y en a qui ont passé le pas. Et le dernier achat, indispensable, Phoenix, l'avant-dernier volume. Je pense que voilà, c'est pas mal là. Donc il ne restera plus qu'un volume. Je n'ai pas lu, j'ai même pas lu les bonus. Je pense que je lirai ça un peu plus tard. Mais j'ai mon Phoenix. Il est là, il est chez moi, il est beau et c'est réglé. Il n'y a pas plus à dire dessus. Donc voilà pour mes achats. En ce moment, c'est assez calme. Je voulais prendre la nouveauté du lézard noir qui est Jutaro, un truc comme ça. Je l'avais en main, je l'ai posé et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, je n'ai aucune idée. Et donc là, c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus une envie de commencer à
un peu vraiment m'éloigner des nouveautés. Déjà, vous savez, ça fait un moment qu'il y a moins de choses qui m'intéressent, mais vraiment d'être beaucoup moins hypé par les nouveautés. Tant pis, c'est pas grave, on les met de côté, on s'en moque, on verra plus tard. Et plutôt d'essayer justement de relire ce que j'ai dans ma collection, de relire des anciennes séries pour déjà ne pas juste les stocker, mais aussi les relire, des fois me dire est-ce que vraiment j'aime toujours ou pas, et des fois prendre du plaisir de relire des vieilles séries comme on peut faire avec Senseiya, comme je peux faire avec Dragon Ball, etc. Et il y a plein de séries comme ça, j'ai envie de lire. Et donc du coup, en ce moment, j'ai envie d'acheter moins de nouveautés pour justement me libérer du temps et lire autre chose. Et finalement, ça me manque pas tant que ça de ne pas acheter de nouveautés, puisque tout ne vaut pas le coup d'être lu, donc c'est pas très grave.